Envoyé spécial est aussi en Afrique ce soir avec un autre reportage stupéfiant. Bonsoir Lucille. Bonjour Élise. Tu reviens tout juste d'Afrique du Sud. A priori, c'est la nation arc-en-ciel où les Noirs et les Blancs ont appris à vivre ensemble. Mais vous allez voir qu'on en est très loin. Toi, Lucille, tu es allée à la rencontre d'Afrikaners qui sont racistes et fiers de l'être. Et oui, on est bien loin de l'esprit de Nelson Mandela, qui accédait au pouvoir il y a 30 ans. Dans ce reportage, vous allez découvrir des communautés de Blancs, plus ou moins extrêmes, qui détestent les Noirs au point de fonder des groupes paramilitaires. Alors certains sont ouvertement racistes, vivent en vase clos, parfois armés jusqu'aux dents. Et vous allez le voir, certains pensent même qu'une guerre va éclater entre les Noirs et les Blancs. Et ils vont même jusqu'à endoctriner leurs enfants. Ces enfants encore endormis ont pour les plus jeunes entre 8 et 10 ans. Ils participent à un camp de vacances, envoyé par leurs parents. Une colo très spéciale, où les moniteurs montent la garde toute la nuit, armés et en uniforme. Pour leur premier réveil, les jeunes ont le droit à une simulation d'attaque dès 5 h du matin. Allez, allez, allez! Vous avez 5 minutes pour vous lever et vous préparer. Dépêchez-vous, on vous attend dehors. Sortez vos mains de vos poches ou je fais tout exploser. Tu prends ton temps, toi, ou quoi? Ces hommes font partie des Commando Corps, un groupe paramilitaire raciste. Soi-disant fondé pour protéger les Afrikaners, les descendants des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. Je suis qui? Capitaine. Et lui? Caporal. Pour eux, les Noirs sont des ennemis. C'est ce qu'ils apprennent aux enfants. Ouvrez les yeux de vos amis. Si vous voyez un ami tenir la main d'une femme noire, dites-leur que les lions ne peuvent pas se reproduire avec les hyènes. Pourquoi voulez-vous vous mélanger avec les Noirs? Pourquoi voulez-vous mettre au monde des bâtards? Ils n'ont pas les capacités physiques pour différencier le bien du mal. Les Commando Corps font ouvertement l'apologie du racisme. Dans un pays où 80% de la population est noire et encore traumatisée par le régime de l'apartheid, durant lequel les Blancs contrôlaient le pays et vivaient séparés des Noirs qui n'avaient aucun droit. Nous avons peur d'eux parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Nous sommes 5 millions de Blancs et ils sont 25 millions de Noirs. 52. 52 52 millions. 52 millions de Noirs. Et ils veulent se venger de nous. Ouais. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ce n'est pas dangereux de dire à des enfants que les Noirs veulent les tuer. Ça n'alimente pas la peur et la haine chez eux? Je dirais oui et non. Nous devons protéger nos enfants. Ça ne veut pas dire que nous voulons créer une guerre. Nous voulons juste alerter les nôtres. Leur faire comprendre qu'on ne peut pas vivre sans avoir conscience du danger qui pèse sur nous. Les leaders des Commando Corps sont des vétérans de l'armée sud-africaine, nostalgiques d'un régime qu'ils ont servi pendant des années, celui de la domination blanche, celui de l'apartheid. L'Afrique du Sud est loin d'avoir trouvé la paix. Le pays est souvent cité comme le plus dangereux et le plus inégalitaire au monde. Les Blancs ne représentent que 7% de la population, mais détiennent toujours les 3/4 des terres et la plupart des richesses du pays. Certains vivent barricadés à l'écart des Noirs, qui pour beaucoup souffrent du chômage et vivent encore dans des bidonvilles. Pourtant, il y a 30 ans, les Sud-Africains votaient pour la fin des privilèges et l'égalité, en élisant Nelson Mandela, le tout premier président noir d'Afrique du Sud. We enter into a covenant
Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, noirs et blancs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte au fond de leur cœur. Mais rien ne s'est passé comme Mandela l'avait prévu. Aujourd'hui, certains blancs sont persuadés d'être pris pour cible. Des groupes prennent les armes, d'autres militent pour une Afrique du Sud où l'on séparait à nouveau les blancs des noirs, nostalgiques de l'apartheid. Il y a un réel danger pour toute personne blanche, pour tous les Afrikaners en Afrique du Sud. Une guerre civile en Afrique du Sud est absolument inévitable. Quand une partie de la population se mobilise pour la justice, l'autre s'oppose fermement à toute forme de réconciliation. Tu as des amis noirs, toi? Non. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser ou de prendre des initiatives. Cet après-midi, chez les Commando Corps, l'entraînement se poursuit en pleine brousse. Au sol! Nous faisons comme si quelqu'un tirait près d'eux, ou qu'une voiture ou qu'une bombe explosait. C'est pour leur apprendre à se mettre à couvert. Des techniques de survie habituellement enseignées dans des pays en guerre. Les jeunes suivent aussi des cours de self-défense. Vous essayez de le maintenir à distance et de récupérer le couteau. Regardez, s'il tombe, j'ai le contrôle. Ils sont formés au survivalisme et même au maniement des armes. Un devant, un au milieu et un derrière. 3 mètres entre nous. Moi, je vais assurer l'arrière. Pour l'instant, les armes sont factices. Des fusils de paintball. Mais à leurs 20 ans, ils apprennent à tirer à balles réelles. Ils simulent la guerre. On prend ça très au sérieux. C'est un entraînement avant d'avoir de vraies armes. Comme ça, on connaît les règles et on ne blessera personne le jour où ça arrivera. Selon les chiffres fournis par les Commando Corps, le groupe suprémaciste compte 2000 membres à travers le pays et forme chaque année une 60aine d'enfants et adolescents. Biberonnés au racisme anti-noir. Nous sommes racistes. Vous êtes aveugle? Soit vous êtes raciste, soit vous refusez de l'admettre. Chacun d'entre nous, peu importe le pays, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, est raciste. Certains sont juste dans le déni. C'est un problème de cerveau. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas prendre soin des choses. Ils cassent tout. Du pur racisme. Pourtant puni par la loi en Afrique du Sud, tout comme l'incitation à la haine. En France, les auteurs de tels propos encourent une peine qui peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Cela ne semble pas inquiéter les Commando Corps. Ils organisent ces formations depuis plus de 10 ans et ne sont pas les seuls à regretter l'époque de l'apartheid. À 500 km de là, dans cette petite ville tranquille, Assieds-toi. C'est bien ma fille. voici Simon Rush. Tu ne mords pas aujourd'hui, hein? Pas ces gens. Ils viennent de France. Le porte-parole des Südlanders, une autre organisation connue pour ses idées racistes et complotistes qui revendique 20 000 sympathisants. Nous sommes persuadés que ce sera bientôt l'anarchie dans ce pays, qu'une guerre civile va éclater. Et là, ce sera très important que nos membres évacuent les lieux. Donc là, il y a tout le matériel avec lequel il faudra fuir. Des choses très basiques. Des grandes tentes, encore des tentes, un générateur, des radios. Tous ceux qui croient en notre plan d'urgence ont ça chez eux, peu importe où ils vivent. Eux aussi pensent qu'une guerre avec les Noirs est inévitable. Là, c'est la réserve.
Regardez, toutes ces boîtes sont remplies de nourriture. On en a 2, 4, 6, 8. Et pour cette raison, ils possèdent tout le matériel nécessaire pour survivre plusieurs années en autonomie. 24, 26, 28, il y en a encore ici, donc presque 40 boîtes. Si les Südländer se préparent au pire, c'est parce qu'ils croient en une prophétie qu'ils tiennent des premiers colons blancs d'Afrique du Sud. Une prophétie selon laquelle les Noirs vont exterminer les Blancs. On ne sait pas quand ça va arriver. On sait seulement que ce sera après la mort d'un grand leader noir et après une maladie qui touchera le monde entier. Ce pourrait très bien être cette année, seul Dieu sait. Les extrémistes ont déjà choisi l'endroit où ils se réfugieront. Une zone déserte dans le centre du pays qu'ils souhaitent réserver aux Blancs. En réalité, peu importe que cette attaque ait lieu ou non, Simon Roche n'a jamais voulu vivre avec les Noirs. Est-ce que je suis un raciste qui veut tuer des Noirs et qui se réveille le matin en se disant « Pourquoi j'irais pas empoisonner le réseau d'eau d'un quartier noir ?» Non. Mais est-ce que je suis un raciste qui pense qu'on ne peut pas marier des cultures si différentes ? Oui, dans ce cas-là, oui, je suis raciste. Et Simon Roche n'hésite pas à diffuser sa vision raciste du monde à l'étranger. En 2017, il manifeste aux côtés des suprémacistes blancs aux États-Unis et rencontre David Duke, un ancien responsable du Ku Klux Klan. Un groupe terroriste et raciste très violent, déjà condamné pour meurtre et torture contre des personnes noires. Un an plus tard, en 2018, Simon Roche est invité au Parlement européen par des députés d'extrême droite. Les nouveaux dirigeants noirs de l'Afrique du Sud nous ont promis la guerre. Ils préparent leurs membres à perpétrer un massacre et une guerre contre les Blancs. Les Südländers existent depuis 18 ans. 18 ans de paranoïa envers les Noirs. Ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, le taux de criminalité a explosé en Afrique du Sud. 75 meurtres par jour en moyenne, selon les derniers bilans. C'est 25 fois plus qu'en France. Mais les Blancs sont-ils plus en danger que les Noirs? Les craintes de certains extrémistes sont-elles légitimes? Un homme travaille sur la question. Gareth Newham est chercheur pour un grand institut spécialisé sur le crime et l'insécurité. Il a compilé toutes les statistiques de ces dernières années et ses conclusions sont sans appel. Quand les criminels ciblent quelqu'un, une maison ou une entreprise, ils ne sont pas intéressés par la race de leurs victimes. Ce qui les intéresse, ce sont les risques et la récompense. C'est de ça dont ils se préoccupent. Ils ne font pas de politique. Il n'y a absolument aucune indication d'une quelconque guerre civile à venir. Il n'y a pas de milice qui prépare une attaque contre des gens d'une autre couleur. Donc vous n'êtes pas inquiet pour les Blancs? Non, je suis moi-même blanc. S'il y avait des raisons de s'inquiéter, j'alerterais le monde. En réalité, la grande majorité des crimes sont commis dans les bidonvilles noirs. Selon Gareth Newham, la paranoïa de certains extrémistes blancs s'explique parce qu'ils vivent souvent coupés du monde. Et plus ils s'isolent, plus ils ont peur des autres. Ce genre de peur, la peur des autres races, existait déjà avant l'apartheid. C'est même la raison de l'apartheid. Et tout ça date d'il y a seulement 30 ans. Certains Blancs se croient menacés parce que soudainement, ils ne sont plus privilégiés par l'État. Et certains regrettent cette époque. Ils ont cette idée que les Noirs sont dangereux, qu'ils ne peuvent pas échanger avec eux, qu'ils essaient de les tuer. Et ça vaut surtout pour les petites communautés très fermées qui n'ont pas beaucoup changé. Mais certaines de ces communautés blanches ont pris de l'ampleur. Dans la province désertique du Cap-Nord, voici Orania. Une ville de 3000 habitants qui ne cesse de s'agrandir. Il n'était que quelques centaines il y a 20 ans. Et si certaines familles viennent s'y installer, c'est parce qu'à Orania, il n'y a aucun noir. Pour vivre ici, il faut être afrikaner, chrétien et blanc.
C'est la règle imposée par les fondateurs de la ville. Franchement, le fait qu'il n'y ait que des blancs, ça me rassure. Ici, je peux même laisser les clés de ma voiture sur le contact. Personne ne la volera. C'est sécurisé, c'est propre, mes enfants peuvent jouer dehors sans danger et ça c'est important pour moi. J'adore vivre à Orania, les gens sont bienveillants. À la station-service, à la boucherie, à l'école et dans les supermarchés, il n'y a que des blancs. Ils vivent en autarcie et ont même leur propre monnaie, sans le visage de Nelson Mandela sur les billets. Je m'appelle Joost Stridom, le porte-parole officiel de la ville. Je vais vous faire visiter. On veut à la fois préserver la culture afrikaner et la développer. Le seul moyen d'y parvenir est de nous rassembler au même endroit. Tout ça s'est concrétisé en 1991, lorsque nous avons acheté ces terres. 1991, l'année de la fin de l'apartheid. À l'époque, les Noirs obtiennent enfin les mêmes droits que les Blancs, mais certains afrikaners résistent et se barricadent dans cette ville. 30 ans plus tard, Orania est toujours là, et pour que le projet perdure, les adultes misent tout sur l'éducation. Dites bonjour au monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous asseoir, merci. À l'école, les enfants étudient un programme spécial Orania, basé sur la religion et l'histoire des afrikaners blancs. Dans les années 1840, entre 10 000 et 15 000 afrikaners, des femmes, des enfants et leurs domestiques, ont rassemblé toutes leurs affaires pour migrer. Ils voulaient être libres et trouver une région où les afrikaners pourraient survivre. Ce qu'ils ont fait à l'époque est similaire à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons, nous aussi, décidé d'être libres et de nous gouverner nous-mêmes. Nous essayons de les convaincre qu'Orania est le meilleur endroit pour vivre. Beaucoup de jeunes partent, mais finissent par revenir. Vous pouvez leur demander directement quelles sont nos valeurs. Honnêteté, travail, culture afrikaner. Mais l'histoire qu'ils racontent aux enfants est parfois revisitée. Sur la frise chronologique de la classe avant 1991, aucune trace du régime de l'apartheid, pourtant mis en place en 1948. Vers 12 ans, il y a un chapitre sur ce qui s'est passé. Le Parlement, le vote, on leur explique tout ça. Quand on leur parle de ça, on mentionne aussi Nelson Mandela. Ici, Nelson Mandela n'est pas considéré comme un héros. Et pour que les jeunes ne soient pas confrontés à d'autres points de vue, ils poursuivent leurs études juste à côté, au lycée d'Orania. Leurs héros à eux, ce sont des hommes politiques afrikaners, mis à l'honneur au mémorial de la ville. Toutes les statues que vous voyez ici ont été déboulonnées ailleurs dans le pays. Elles n'étaient plus les bienvenues. Alors nous les avons récupérées à Orania. Parmi ces bustes, Hendrik Verwoerd, le penseur de l'apartheid. C'est lui qui a imaginé et mis en place les lois ségrégationnistes de l'époque. Il est de la même famille que les fondateurs d'Orania. Pourquoi vous ne voulez pas vivre avec les Noirs ? Ce n'est pas une question de vivre ou de ne pas vivre avec d'autres personnes. L'Afrique du Sud est un pays très diversifié. Mais les afrikaners sont une minorité. Nous n'avons pratiquement aucun pouvoir politique et économique dans le pays. Vivre à Orania est une question de survie, non seulement physique dans un pays très violent, mais aussi culturel. Nous voulons créer une région où les afrikaners peuvent vivre par milliers, voire par millions. Les afrikaners se présentent comme des victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Pour cela, ils peuvent compter sur un parti politique. Un parti d'extrême droite, le Freedom Front Plus, le seul installé à Orania. C'est ici que l'on gère la logistique. Là, vous avez notre candidat et notre slogan qui signifie « Levez-vous pour restaurer et reconstruire, votez FF+. » Le représentant du parti n'est autre que Wynand Boshoff,
fils du fondateur d'Orania et petit-fils du créateur de l'apartheid. En 20 ans, le Freedom Front Plus a presque doublé son nombre d'électeurs. Il a rejoint la coalition au pouvoir et a même fait son entrée au gouvernement. Le parti veut créer une nation blanche, indépendante. C'est le but ultime que nous poursuivons. Nous avons une vision régionale. Orania n'est pas juste une petite communauté isolée. Ce n'est pas une simple ville test pour les Afrikaners. Nous avons une perspective plus large pour l'Afrique du Sud. Scinder le pays en deux. Un projet politique aux antipodes de l'Afrique du Sud pensé par Nelson Mandela. Depuis sa mort en 2013, certains de ses proches ont repris le flambeau et militent toujours pour la justice et l'égalité. Comme Ndileka Mandela, la petite fille de Nelson Mandela. Là, on voit bien son air malicieux. Ndileka Mandela a soutenu son grand-père quand il était en prison et quand il est devenu président. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une fondation qui aide les plus démunis. Nous lui avons montré des extraits de notre reportage. Elle était loin d'imaginer les propos tenus par certains extrémistes blancs. Ils veulent se venger de nous. Ouais. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. C'est de l'endoctrinement du début à la fin. C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. C'est insensé. Insensé. Mon grand-père serait choqué s'il voyait ça, vraiment. Parce qu'il croyait à un monde sans racisme. Que cette personne dise que les Noirs n'ont pas de fonction cognitive, ça me dépasse, honnêtement. C'est comme s'il crachait au visage de la nation arc-en-ciel. J'admets que quand vous écoutez ces minorités racistes, c'est là que vous vous rendez compte que cette nation arc-en-ciel n'est pas juste raclée, elle est fissurée. Ce qui m'inquiète, c'est que si on laisse ces petits groupes alimenter la haine et grandir, ça peut dégénérer. Vous savez, il suffit d'une personne, d'un fou, pour déclencher une fusillade dans un centre commercial. Pas besoin d'être nombreux. Ndileka Mandela a bien conscience que le projet de son grand-père a en partie échoué. Et le gouvernement, régulièrement accusé de corruption, a aussi sa part de responsabilité. Selon elle, les successeurs de Nelson Mandela n'ont pas assez investi dans la lutte contre les inégalités. Il y a quand même eu de bonnes choses de fait. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'ils auraient pu faire encore mieux s'il n'y avait pas de corruption. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de pauvreté, et ça ne devrait pas être le cas. L'Afrique du Sud a des ressources. Personne ne devrait s'endormir le ventre vide. Mais il ne faut pas perdre espoir. Oui, la route est encore longue, mais ça fait seulement 30 ans, 30 ans après 100 ans de régime répressif. Les Sud-Africains attendent le jour où ils vivront en parfaite harmonie. Un peu comme un paradis. Mais ça va nous demander beaucoup d'efforts pour y arriver. Comme elle, certains essaient malgré tout d'avancer dans la bonne direction. Vers une nation arc-en-ciel, mixte, chère à Mandela, où les communautés pourraient se mélanger et cohabiter. Dans ce potager solidaire, tout le monde travaille ensemble. Et de ce jardin sortent des repas pour les plus pauvres, distribués dans les bidonvilles. Les gars, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de nourriture. On ne peut en donner qu'aux enfants. Ça, c'est pour qui? Noirs et blancs, main dans la main, pour aider ceux dans le besoin. Il y a un énorme fossé entre les gens ici. Nous, on essaie de le combler. Et pour ça, la seule solution, c'est de travailler tous ensemble. Nous sommes tous les mêmes. On est tous des êtres humains et on fait de notre mieux dans ce monde de fous. Ces 25 dernières années, personne n'a réussi à améliorer les choses dans notre pays et personne ne le fera.
C'est donc à nous, en tant que citoyens, en tant que communauté, de se battre pour le monde dans lequel on veut vivre et d'effacer toutes ces inégalités. Et je pense qu'ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Une goutte d'eau, dans un pays où noirs et blancs sont rarement réunis. 30 ans après la fin de l'apartheid, la fameuse nation arc-en-ciel reste une utopie. Les futures générations ont un immense défi à relever. Celui de bâtir une Afrique du Sud réconciliée. Vous pouvez retrouver nos sources sur la page transparence de notre site franceinfo.fr et via ce QR code. En spécial, c'est terminé pour cette fois.